Et maintenant, je reçois celui qui a publié Le Mage du Kremlin, quelques semaines avant que la Russie n'attaque l'Ukraine. Roman réaliste de la Russie de Poutine qui s'est vendu en France à 800 000 exemplaires. Conseiller politique de l'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi. Il publie chez Gallimard L'heure des prédateurs, une description crue, froide, terrible, littéraire, d'un monde où la force des technologies et des canons, le mensonge et la ruse supplantent la négociation, la vérité et la diplomatie. Giuliano da Empoli, bonjour. Bonjour. Merci de venir parler aux auditeurs de Radio Classique. Commençons par le plus simple. Votre livre s'intitule « L'heure des prédateurs ». Alors, qui sont ces nouveaux prédateurs aujourd'hui ? Ce sont ces personnages qu'on voit sur la scène tous les jours, non seulement bien évidemment Donald Trump, mais aussi le prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS, ou Naïb Boukele, le président du Salvador, dont on a vu ces jours-ci la politique sécuritaire alors qu'il a été reçu par le président américain. Et ce sont des personnages au fond assez classiques. On ne comprend pas le comportement de ces personnages si on lit les textes de sciences politiques des dernières 20 ou 30 années, mais il suffit de rouvrir un bon Tacite, un bon Suétone, un classique latin ou même les classiques de la Renaissance ou quelques moralistes français du grand siècle pour retrouver ces personnages qui n'ont pas de règles, qui se font de la place à travers des actions de force qui parfois irréfléchies, souvent irréfléchies, qui génèrent la sidération auprès de leurs adversaires et du public qui en ce moment a plutôt tendance à en redemander. C'est un peu l'âge de Machiavel qui revient. C'est ce que vous sous-entendez dans votre livre. Vous comparez certains d'entre eux aux Borgia ou à certains autres princes sanguinaires, mais pas seulement. Pas seulement, c'est-à-dire, je les appelle en effet à un moment les Borgiens dans le livre parce que Cesare Borgia était donc le modèle du prince de Machiavel et qui est un personnage qui évolue à une époque où l'ordre des petites républiques de la Renaissance très civilisée de la Renaissance italienne a laissé la place au chaos de la guerre et de la violence au début du XVIe siècle en Italie, qui était portée à ce moment par une nouvelle technologie. L'invention de l'artillerie lourde, des canons à boulets en fonte de fer a fait que les forteresses et les défenses des villes, des républiques de la Renaissance italienne, ces forteresses ont été balayées par les attaques en ce moment au début, surtout de l'armée française qui débarquait en Italie. Et quand vous avez une technologie qui met l'avantage du côté de l'agresseur, toujours au cours de l'histoire, vous avez forcément des époques qui sont chaotiques, qui sont belliqueuses. Et c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans le numérique, où aussi l'attaque, l'agression, que ce soit une cyberattaque ou simplement une campagne de désinformation, de calomnie sur Internet, sur les réseaux sociaux, ont redonné la primauté à l'agresseur. Le numérique, c'est l'artillerie, Giuliano da Empoli. Je pense qu'il y a des parallèles, ou du moins, je trouve que c'est intéressant d'établir ces parallèles parce que, au fond, il reporte le même type de figure, justement, borgienne, d'hommes, parce qu'il s'agit surtout d'hommes sans foi ni loi, mais quand même très bons dans leurs instincts de survie et d'action. Il les reporte et il les valorise par rapport aux technocrates, aux juristes, aux personnages beaucoup plus balisés, beaucoup plus conventionnels qui, au fond, ont géré les affaires publiques au cours des dernières décennies, un peu partout. Vous les décrivez dans votre livre. Ce qui surprend, c'est finalement la convergence entre ces entrepreneurs qui ont été jeunes à un moment donné, qui ont incarné des valeurs de
progrès, de démocratie numérique, et puis des vieux crocodiles ou des apprentis dictateurs ou des apprentis autocrates. Qu'est-ce qui fait que ces gens qui incarnaient une certaine modernité et un certain progrès convergent, complotent ou pratiquent une forme de collusion avec les politiciens traditionnels? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont entendus? Ça, je pense que c'est la vraie révélation du moment. C'est-à-dire ces gentils personnages en sweat à capuche, les Zuckerberg, tous les autres entrepreneurs de la tech qu'on a vu apparaître jeunes et progressistes, comme vous le dites, à la fin des années 90 et puis pendant toutes les années 2000, eh bien, ils ont d'une certaine façon aujourd'hui, après avoir été assez longtemps, avoir fait semblant de jouer le jeu de la démocratie libérale traditionnelle, après avoir fait semblant d'une certaine façon de ne faire que du business, que des affaires, aujourd'hui ils se révèlent pour ce qu'ils sont véritablement, c'est-à-dire un vrai projet de changement politique et social, un vrai nouveau projet de gouvernance, quelque chose qui est destiné ou qui a vocation à remplacer la politique et les institutions de la politique traditionnelle. Et pour ce faire, il s'allie de façon presque naturelle, non pas avec les vieilles élites politiques de droite et de gauche qui ont gouverné, encore une fois, les pays de l'Occident au cours des dernières décennies, mais avec des personnages beaucoup plus disruptifs, beaucoup plus extrêmes, justement les prédateurs, les Trump et les extrêmes de tous côtés, qui eux aussi ont envie d'en découdre avec la démocratie libérale, ont envie d'en découdre avec toutes ces règles, avec tout ce carcan d'institutions, de procédures. Donc là, je trouve qu'il y a véritablement une sensibilité commune. Ubérisation et table rase de l'autre côté. Alors, dans votre ouvrage, vous comparez la vieille Europe à ces Aztèques qui ont vu arriver au moment de la Renaissance les Espagnols, sans réagir vraiment, sans se mettre à guerroyer, à estimer que ces Espagnols étaient peut-être pacifiques, c'était peut-être des dieux. Donc, l'Europe est molle. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive depuis hier, c'est l'Europe qui condamne justement les géants de l'informatique, les Meta, les Apple, à une amende pas si molle, consistante de 700 millions d'euros. Est-ce que l'Europe, c'est les Aztèques ? Pas forcément. Moi, quand je parle d'Aztèques, c'est vraiment la vieille classe politique, oui, qui en effet a vu apparaître ces personnages et cette machine extraordinaire du numérique et de tout ce que ça implique. Et on leur a expliqué qu'il fallait surtout pas y toucher parce qu'ils n'y comprenaient rien et donc c'était le progrès et le futur et donc il ne fallait pas régler tout ça. L'Europe, par contre, à mon avis, moi j'ai un certain espoir sur l'Europe. Et d'ailleurs, c'est lié premièrement au fait que tous ces prédateurs, que ce soit les Trump ou les Poutine ou même les prédateurs de la tech, et donc les grands entrepreneurs de la tech, eh bien, ils ont tous identifié l'Europe comme leur principal ennemi. Ils en parlent très souvent pour se moquer d'elle ou pour, de façon très très agressive, la menacer. Et donc, si vous voulez, a contrario, en partant de ça, on peut se dire que si c'est leur objectif, ça veut dire que ça les embête. Ça veut dire que l'Europe compte. Voilà. Je voudrais vous faire écouter, Giuliano da Empoli, le président de la République française, Emmanuel Macron, qui lui aussi, au début de son premier mandat, ne jurait que par les start-up, l'informatique, il continue d'ailleurs, et les data. Il faisait un constat qui est pas si loin de l'image des prédateurs qui donne son livre. À votre livre, écoutons-le en novembre 2024. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores
que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Giuliano da Empoli, vous vous définissez comme écrivain et conseiller politique italien et suisse. Vos livres sont très lus. J'imagine que vous les avez envoyés, évidemment, à Matteo Renzi, avec qui vous avez travaillé. Vous avez été son conseiller quand il était président du Conseil italien. Vous l'avez envoyé à Emmanuel Macron et je voudrais savoir quelle est la réaction de ces jeunes politiques, parce que Renzi était jeune, Macron l'est toujours, à votre diagnostic. Comment réagissent-ils? Ils se disent on est en train de se faire dévorer? Écoutez, moi, je n'ai pas eu de... Effectivement, j'ai envoyé le livre au président Macron, je n'ai pas eu de retour, donc je ne saurais pas vous dire. Mais vous avez discuté avec lui quand même, parce que vous l'avez accompagné dans des voyages officiels. D'échanger avec lui. Vous savez, moi, j'ai un diagnostic qui est assez radical, c'est-à-dire, et je me suis même progressivement radicalisé au cours des années. J'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Les ingénieurs du chaos, où je racontais un peu cette montée en puissance des stratèges numériques, mais à l'époque, le chaos était encore l'arme des insurgés d'une certaine façon, et on pouvait imaginer qu'il y avait des marges pour les contraster. Et aujourd'hui, je pense que le chaos est devenu le sceau des dominants, et donc il y a une forme d'hégémonie presque du chaos, et donc on est passé au stade d'après. Donc c'est un diagnostic assez sombre. Moi, effectivement, je l'expose à toutes les sauces et dans toutes les occasions. Je ne sais pas s'il est entièrement partagé par Macron et par Renzi. Votre livre, c'est aussi un regard sur le wokisme. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois, quelques années déjà. Le wokisme encouragé par les élites démocrates, porté à un niveau stratosphérique par Obama, son épouse et quelques autres. Vous expliquez la montée du wokisme aux États-Unis, dans la culture, dans les livres. Comment l'expliquez-vous? Et comment expliquez-vous que les GAFA l'aient adopté aussi vite qu'ils y ont renoncé? Oui, les GAFA, vous savez, de toute façon, c'est vraiment, ça c'est un classique des entreprises. Les entreprises, en réalité, elles adoptent les valeurs qui sont dominantes ou dans l'air du temps pour les intégrer à leur discours. Elles n'ont pas vocation à avoir un discours politique en contre-tendance. Donc le wokisme, tant que c'était à la mode aux États-Unis, il était adopté par les entreprises du numérique, et puis ils l'ont très très rapidement liquidé au nom de l'énergie masculine dont parle Zuckerberg aujourd'hui. Mais écoutez, la montée du wokisme, bon, c'est un discours complexe. Moi, je le lis un tout petit peu à ce que j'appelle le parti des avocats aux États-Unis. J'ai remarqué que à partir de 1980 et jusqu'à l'année dernière, il n'y a eu parmi les candidats à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis du côté démocrate que des avocats. Donc ça fait presque la moitié d'un siècle, et que des juristes en première ligne du côté des démocrates, ce qui a fait que une approche un peu légaliste, formaliste, si vous voulez. Vous dites ils n'ont que les droits en tête. Oui. Ils ont une culture du droit, donc ils se sont mis à défendre les minorités, ils se sont mis à ignorer la majorité qui était silencieuse, et cette majorité leur a renvoyé dans les dents, si j'ose dire, en votant massivement pour Trump qui dénonçait le wokisme. C'est votre thèse? Oui, un peu. Vous savez, la première règle de tous les insurgés, c'est déjà dans le Henri VI de Shakespeare, c'est en première chose, tuons tous les avocats. Et ça, c'est Dick le boucher qui le dit dans Henri VI, et c'est un peu la règle des prédateurs aussi. La première chose, c'est en effet de s'attaquer aux droits et à ceux qui les représentent, et de les présenter comme des arnaques des puissants et de l'establishment pour défendre ses propres intérêts. Et si face à ça, vous n'avez qu'une réponse d'avocat, c'est-à-dire formelle, mais non, il faut respecter les formes, les droits, les procédures, et vous n'avez pas de véritable réponse sur le fond.
des problèmes, eh bien, vous risquez d'être balayé, comme ça a été le cas des démocrates aux États-Unis. Giuliano d'Empoli, ça fait à peu près 3 mois que Trump est au pouvoir. À part le chaos qu'il a voulu créer, qu'a-t-il obtenu? Les marchés financiers viennent de lui administrer une correction. Musk s'éloigne. Poutine ne cède rien sur rien. Le président de la Fed fait de la résistance. L'Europe inflige aux GAFA des amendes. Est-ce que Trump a vraiment des crocs? Trump est un véritable agent du chaos naturel. Donc, ce qui est paradoxal et d'une certaine façon fascinant est que il est le pire ennemi de tous ceux qui voudraient lui faire porter un projet structuré. Donc on voit bien dans l'évolution de Trump au cours de ces derniers mois qu'il y a d'un côté un véritable projet de changement de régime avec une bascule technologique, autocratique qui est portée par Musk et qui est portée par d'autres autour de lui, qu'il a endossé, qu'il a avancé d'une certaine façon, mais après lui-même c'est un personnage tellement chaotique qu'il se retourne contre ses propres soutiens parce qu'il n'est maîtrisable par personne. Une dernière question, votre pays, c'est l'Italie, Giuliano d'Empoli. Il accueillera ce pays au Vatican, les grands de ce monde, pour les obsèques du pape. Quel regard portez-vous, non pas sur le Vatican ou sur le mandat de ce pape, mais sur Madame Meloni et son action depuis 2 ans et demi? Vous savez, l'Italie est souvent un modèle politique et je crains qu'elle ne puisse l'être cette fois aussi. C'est-à-dire, Meloni, c'est une culture et une rhétorique d'extrême droite, avec des positions quand même assez extrêmes sur les thèmes de société, d'immigration, de culture, justement, et implantée sur une politique économique et internationale parfaitement opportuniste et immobiliste. Donc, en réalité, Meloni ne fait pas de réforme économique, elle se contente d'une gouvernance très à la vieille démocratie chrétienne, si vous voulez. Et cette combinaison d'une culture d'extrême droite sur un fond d'immobilisme et d'opportunisme politique, je pense que c'est le rêve de beaucoup de sociétés et d'opinion publique en Europe aussi. Giuliano d'Empoli, merci d'être venu parler de ce livre aux auditeurs de Radio Classique. Je signale une confidence que vous m'avez faite, mais on ne dit rien, c'est Le Mage du Kremlin qui sera sans doute adapté très prochainement au cinéma, avec quelqu'un qui a joué un pape d'ailleurs dans une série italienne, avec Jude Law dans le rôle de Poutine. L'heure des prédateurs est paru chez Gallimard, de même que votre précédent ouvrage, Le Mage du Kremlin. Merci Giuliano d'Empoli. Merci à vous. À suivre le rappel des titres et la revue de presse.